Je n'ai pas pu entendre la dernière intervention parce que je ne comprends pas bien l'anglais. Je voudrais seulement demander à la dame tout à l'heure qui a dit, je suis Marie-Ange Patrizio, qui a dit la justice s'avère pour nous impuissante. Je voudrais savoir ce qui vous permet de dire ça. Il y a des plaintes qui ont été déposées à la CPI et je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut dire, avant que la justice soit rendue, que la justice s'avère impuissante. D'une part, il y a le massacre de Gaza pour lequel il y a des plaintes qui sont pendantes actuellement. Mais les violations du droit international et de toutes les résolutions qui ont été prises concernant le conflit du Proche-Orient ont des dizaines d'années et sont demeurées impunies. Donc d'une part, dans le conflit du Proche-Orient, il y a eu l'avis de la Cour de la CPI qui a été suivie d'une nouvelle résolution qui a été également non suivie des faits. Et ça concerne la responsabilité de l'État d'Israël. Ce que nous voulons connaître également, mais c'est un tribunal d'opinion. C'est évidemment, on n'a aucune ambition de se substituer à des juridictions internationales. Mais ce que nous voulons porter également à l'opinion publique, si nous en avons les moyens, c'est la complicité de tous les États puissants de ce monde qui collaborent à cette violation permanente du droit international dans ce petit pays. Et pour ce peuple qui est... tout le monde sait ce qui se passe en Palestine. Donc c'est en cela que nous avons vraiment un sentiment de totale impuissance. Même les résolutions sont non suivies des faits, donc je ne vois pas... Oui, bon, ce que je voudrais dire de mon côté, j'ai à peu près entendu les deux interventions. Moi, je crois qu'en tout cas, nous, dans la DIF, nous soutenons toutes les initiatives qui permettent de faire la lumière sur les crimes qui sont commis, qui ont été commis contre le peuple palestinien. Nous pensons que nous soutenons toutes les initiatives. Je ne vois pas de contradiction, effectivement. Je pense que toutes les initiatives sont bonnes, tout ce qui permet de mettre en lumière ces crimes. Je ne vois pas de contradiction entre, effectivement, l'existence d'un tribunal d'opinion d'une part sur l'ensemble des problèmes palestiniens et la plainte déposée que nous soutenons totalement. Et Gilles Devers, donc je ne sais pas s'il est toujours avec nous, mais Gilles Devers, bonjour. Oui, Gilles Devers, donc en tout cas, donc je salue et que donc, nous sommes extrêmement heureux d'avoir sa présence avec nous dans cette conférence. Donc Gilles Devers nous présentera demain donc l'état donc de la plainte en particulier, tout ce qui est fait pour essayer que la justice internationale agisse. Nous sommes totalement, on verra. Bon, ne préjugeons pas effectivement des résultats de ce qui se passera. Espérons qu'il y aura des résultats, bien même si on peut être sceptique dans une certaine mesure quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Mais enfin, nous soutenons totalement. Et de même, nous pensons que l'existence d'un tribunal d'opinion est aussi quelque chose de très utile. Donc, je sais pas, je vois pas de contradiction entre les deux pour ce qui nous concerne à nous à la DIF. Je sais pas qu'est-ce que. J'ai simplement posé la question de comment peut-on dire que la justice s'avère impuissante avant que la justice soit rendue. Oui, bon, disons que de manière générale, bon, c'est ce que j'ai essayé plus ou moins de dire dans mon exposé. De manière générale, on doit constater que jusqu'à ce jour, aujourd'hui, la justice internationale n'a pas agi à l'encontre de responsables ou dirigeants d'États puissants au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est un fait. Maintenant, ça veut pas dire, et j'ai donné un certain nombre d'exemples, et on pourrait en donner beaucoup d'autres que ceux que j'ai donnés. Et alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Au contraire, à essayer de faire tout ce qu'on peut pour que la justice internationale agissent peut-être, en fin de compte. Et à ce niveau-là, la plainte déposée à propos de Gaza est quelque chose de très important et que nous soutenons totalement. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Je vois pas très bien où le problème il n'y a pas de contradiction, je pense, entre... Enfin, je vois pas. J'ai simplement posé une seule question. Comment peut-on dire que la justice s'avère impuissante ? Je pose simplement la question de... Est-ce qu'on peut dire, et de quel droit finalement, peut-on dire que la justice s'avère impuissante à propos donc de Gaza, alors que des plaintes sont en cours et qu'on attend? Voilà, c'est simplement ça. Je ne critique pas du tout la création d'un tribunal ou d'un autre. Je pose la question simplement sur la phrase qui a été dite. Pour nous, la justice s'avère impuissante, donc voilà, c'est tout. Ça ne concerne pas Gaza.
Ça concerne tout conflit. Je voudrais essayer de trouver une réponse juste. C'est le verbe que vous devez scruter dans ce qu'il veut dire. S'avérer. N'est-ce pas? Quelque chose s'avère puissant lorsqu'il y a un résultat et s'avère malheureusement impuissant lorsqu'il n'y a pas encore de résultat. Vous avez raison, on ne peut pas dire qu'elle est impuissante, mais on peut malheureusement constater qu'elle s'avère, pour le moment, impuissante. Gonzague Hutin, là je suis ici simplement parce que je suis membre de certaines associations de défense de la Palestine. Mais je voudrais savoir, les États qui ne ratifient pas le protocole additionnel, comment le justifient-ils? Et puis ça, c'est une deuxième... Je voudrais dire autre chose. On parle du conflit palestino-arabe ou israélo-arabe. Il faudrait peut-être mieux dire palestino-sioniste, parce que c'est une idéologie contre un peuple. Ce n'est pas deux peuples l'un contre l'autre, c'est une idéologie contre un peuple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. S'il n'y avait pas l'idéologie, le problème serait réglé. Les Israéliens et les Palestiniens se retrouveraient. Malheureusement, le problème, c'est que c'est un État qui est réservé à qui précisément, ce qui exclut la véracité du slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », mais c'est simplement un slogan « Au toit de là que je lui mette ». J'ai déjà pris la mauvaise habitude de répondre à des questions même quand elles ne sont pas posées. Celle-ci ne m'est pas particulièrement posée, mais vous avez naturellement raison de dire que la façon dont l'État d'Israël a été gouverné presque sans interruption par des gens profondément attachés à l'idéal sioniste, c'est-à-dire celui qui souhaitait la récupération totale de la Palestine, considérée d'ailleurs sans aucune base historique valable comme appartenant aux Juifs, parce qu'elle leur avait été donnée par Dieu, eh bien ce sont évidemment les dirigeants israéliens qui tiennent cela pour vérité, je n'ose pas dire vérité d'évangile, mais des vérités de la Torah, c'est eux qui n'ont jamais accepté de négocier vraiment avec une population arabe qu'ils ont considérée d'emblée, dès leur arrivée, comme inexistante, comme ayant fui parce que ils n'étaient pas vraiment chez eux. Ce langage, cette façon de poser le problème est évidemment le propre d'une partie de la population israélienne, heureusement pas toute la population israélienne, mais vous la définissez comme sioniste, on pense aux ancêtres, Herzl et d'autres, et c'est avec cette façon de poser le problème qu'un accord international avec les Palestiniens ne peut pas venir de la seule volonté israélienne et doit donc venir d'une pression internationale suffisamment forte pour s'imposer aux dirigeants israéliens. La ratification, la non-ratification, la justification du protocole additionnel. Oui, ça, alors là, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de justification. Le fait que des États, cela dit, je dirais que malgré tout, moi je trouve que des États comme les États-Unis et Israël, je leur reconnais un mérite, c'est de ne pas être hypocrite à cet égard. Eux, ils disent, nous, on veut bombarder comme on veut, et qu'on nous foute la paix, qu'on nous cherche pas des poux dans la tête, donc on ne ratifie pas le protocole.
qu'on nous foute la paix, dès le moment où on ne peut pas nous accuser, si on, bon, nous, soi-disant, nous ne bombardons pas les civils en tant que tels, de manière intentionnelle, etc. Donc, foutez-nous la paix, on bombarde comme on veut, point terminé. Donc, donc, de ce point de vue, je reconnais le mérite de ne pas être hypocrite. Ils ne ratifient pas le protocole, puisqu'ils veulent qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse bombarder comme ils veulent. Et les pays européens sont beaucoup plus hypocrites, puisque les États européens sont toujours dans une situation un petit peu intermédiaire, où ils veulent montrer qu'ils sont peut-être meilleurs au niveau du droit, etc., ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais dans une mesure limitée. Et les pays européens, eux, finalement, ont ratifié le protocole, mais avec tellement de réserves, ils ont fait toute une série de réserves, donc au sens juridique, qui lui enlèvent une grande partie de leur valeur à sa ratification. Par exemple, il y a eu des réserves au niveau des bombardements, ils en ont fait beaucoup. Essentiellement, ils ont dit aussi dans leurs réserves, laissez-nous tranquilles, laissez-nous bombarder tant comme on veut, dès le moment où on peut pas nous accuser toujours de bombarder les civils en tant que tels, etc., etc. Bon, c'est ce qu'ils ont dit dans leurs réserves. Au niveau il y a aussi des réserves qui concernent les mouvements de résistance. Le protocole reconnaissait l'existence la légitimité des mouvements de résistance, et il reconnaissait cette légitimité. La France, par exemple, déclare dans une de ses réserves et les protocoles considérés donc comme conflits internationaux, les conflits, les luttes de libération nationale, etc., contre occupation étrangère, etc., et avec toute une série de dispositions correspondantes. La France, dans une de ses réserves, dit « Moi, je me réserve de décider comme je veux de est-ce qu'un conflit international ressort du protocole ?» Elle a ratifié le protocole 1, mais en disant « Je me réserve le droit de décider si un conflit ressort ou non du protocole. Si on estime qu'il y a des crimes ordinaires ou des actes terroristes qui sont commis, on se réserve le droit de considérer que le protocole ne s'applique pas. » Avec tout ce que ça représente comme conséquence. Donc moi je crois que, en fait, la réponse à votre question, les États qui ne le font pas, comme les États-Unis et Israël, ou d'autres comme le Sri Lanka, etc., ma foi, au moins ils ne sont pas hypocrites. C'est tout ce qu'on peut pour dire. Vous demandez quelle justification. Ils disent nous on n'est pas d'accord avec le protocole, on ne ratifie pas. Et les pays européens le ratifient soi-disant, mais avec tellement de réserves que c'est vraiment assez hypocrite. Voilà. Oui, bonjour, merci. Je suis une citoyenne italienne et française. Je voulais juste dire 2-3 choses sur le comportement de l'État italien et notamment de ses troupes. Je pense notamment à l'impunité totale dont il a fait l'objet par rapport aux massacres qui ont été faits par les troupes italiennes en Somalie. Et je constate que de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien, aucune mesure, aucune condamnation. Et quant aux conséquences que cela peut avoir, je viens juste d'apprendre une petite chose de rien du tout, à savoir que la grande manifestation contre le bouclage de la presse par Berlusconi vient d'être annulée du fait de la mort de soldats italiens en Afghanistan dans une guerre que je ne saurais qualifier et qui ne veut pas porter son nom. Autrement dit, la guerre fait des morts, fait des massacres, fait aussi des massacres dans la liberté de la presse et dans les droits fondamentaux. Il serait temps qu'un pays qui se veut démocratique et qui ne l'est pas, comme l'Italie, réponde de ses actions et de celles de ses soldats prétendument en mission humanitaire.